Pour survivre à l'insoutenable lors d'un choc traumatique, notre cerveau nous protège en produisant instantanément plusieurs phénomènes. On peut avoir des phénomènes dissociatifs, comme l'impression d'être à côté de son corps, des phénomènes d'anesthésie physique et émotionnelle, on ne ressent plus rien jusqu'à la sidération. Le choc peut déclencher une amnésie partielle ou totale de l'événement. Et si notre conscient a oublié, notre corps se souvient. Et le trauma va s'exprimer par de très nombreux symptômes, des douleurs et des maladies. On va même pas savoir que ce sont des maladies psychosomatiques puisqu'on a tout oublié. Heureusement, on peut changer les enregistrements des événements du passé grâce à l'hypnose PTR et sortir rapidement et en douceur de toute blessure psychotraumatique. C'est la promesse d'aujourd'hui. Restez avec nous. Bienvenue dans les virtuoses de l'hypnose. L'hypnose PTR, c'est quoi? Ça veut dire psychothérapie du trauma réassociative et ça a été inventé par mon invité Gérald Brassine. Bonjour. Bonjour. Alors, quel parcours dans l'hypnose? Plus de 40 ans dans l'hypnose. Oui. Parce qu'il y a 40 ans, tu as créé l'école ericksonienne de Belgique, l'Institut Milton Erickson de Belgique, Tout à fait. en même temps que Jean Gaudin à Paris. Absolument. Voilà, cette école qui existe toujours, que tu diriges avec ton épouse. Tout à fait. Voilà. Et donc, au fur et à mesure de ton parcours, eh bien, tu as mis au point ce processus stratégique, on peut dire ça comme Tout ça, à fait. qui va vraiment apporter une solution au trauma en hypnose conversationnelle. Et on va étudier toutes les étapes tout à l'heure. Et tu es venue accompagnée de Valérie Doyen. Bonjour. Bonjour Catherine. Tu es sexologue. Oui. Absolument. Et tu travailles en cabinet privé. Tu travailles aussi au planning familial et tu es aussi formatrice. C'est ça. Pour différents domaines. Oui, des professionnels, des futurs sexologues. Des futurs sexologues, exactement. Alors, comment ça se passe? Comment ça se passe sur le terrain? Puisque quand tu es au planning familial et qu'on vient te voir, on plonge directement dans ce qui se passe en consultation. Oui. On va faire effectivement une plongée en consultation. Et donc, je vous propose de vous parler de Julie, nom d'emprunt évidemment, pour vraiment déjà vraiment comprendre comment justement l'hypnose conversationnelle peut débloquer des situations. Et donc, voilà, Julie a 29 ans. Elle souffre de vaginisme secondaire. Alors, quand on dit secondaire, c'est juste que elle a pu à un moment recevoir un sexe d'homme au niveau de son sexe, mais maintenant plus du tout. Et donc, elle souffrait au départ de dyspareunie, qui veut dire des douleurs lors des moments intimes. Et puis alors, les douleurs étant tellement intenses, la pénétration n'a plus pu être possible. Et donc, sa demande, elle vient chez la sexologue en se disant, voilà, Madame Doyen, on voudrait faire un enfant. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, c'est vrai que ce qui est important, c'est que la motivation pour aussi aller vers la guérison du vaginisme, ça doit pas être seulement la motivation de faire un enfant, mais c'est aussi de pouvoir peut-être aller aussi à la découverte de cette pratique qui n'est pas obligatoire puisqu'on sait bien qu'on peut faire l'amour sans avoir de rapport pénétratif. Mais par contre, là, Julie, quand elle vit, elle dit, moi, j'ai vraiment envie de ça. Voilà. Et donc, très vite, je lui dis, OK, on va faire une petite anamnèse. Et dans l'anamnèse, très rapidement, en fait, voilà, elle m'a dit que très tôt, elle a dû être hospitalisée à 18 ans pendant une année suite à une tentative de suicide. Voilà, elle a sauté du premier étage et donc elle a eu des blessures assez importantes. Elle reste hospitalisée une année. Et durant cette hospitalisation-là, suite aux personnes qu'elle a rencontrées, elle a eu une levée traumatique, comme on dit, donc puisqu'elle avait eu une amnésie traumatique. L'amnésie traumatique est un phénomène indispensable des fois pour survivre lorsqu'on a vécu un abus sexuel. Et donc Julie, lors de tout cet accompagnement, elle a pu effectivement se rendre compte que elle avait vécu quand elle avait 11 ans un viol par le voisin qui la gardait, donc son voisin en qui elle avait confiance et chez qui elle allait après l'école. Et donc, voilà, elle a eu des tentatives de suicide, des troubles alimentaires, de la scarification, puisque effectivement, elle souffre aussi, tu l'as dit Catherine dans l'introduction, vraiment d'anesthésie physique. Et donc, quand on est tellement mal au niveau psychologique, se faire du mal, c'est pour se voir si on existe ou pas. Et elle ne sentait même pas la douleur, elle devait vraiment se faire très mal. Et d'ailleurs, elle dit que la défenestration, elle l'a fait
en disant là, je vais peut-être me sentir en vie. Ah oui. Donc, c'était très intense, cette séance. Et alors, du coup, je lui dis que moi, je souhaiterais qu'avant qu'on aborde vraiment les techniques pour essayer que le vaginisme puisse être réglé, qu'on fasse des séances d'état modifié de conscience, conversationnelles. Et donc, elle était preneuse. Donc, je lui expliquais en quoi ça consistait. Et très vite, en fait, lors de la première séance, c'est classique, hein, on va vers un bon moment. Et puis très vite, avec elle, je lui ai vraiment proposé, puisque l'idée avec ce type d'accompagnement, c'est 0 reviviscence. Donc on ne revit pas évidemment les traumas. Alors on va peut-être un petit peu Oui. parler justement en fait de ce qui se passe pendant ce genre de séance. Déjà, c'est de l'hypnose conversationnelle. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour les Ericksoniens, on a tous été formés à faire de l'hypnose à quelqu'un qui souvent a les yeux fermés et qui n'est quasiment jamais invité à parler. Et moi, j'ai fait ça pendant longtemps, j'ai formé longtemps les gens. Et comme j'aime bien travailler en cabinet avec des situations assez lourdes, je voyais bien que ça servait à rien. Et notamment devant les traumas, c'est très rare que une métaphore fasse tomber le franc et que quelque chose se soigne. Donc effectivement, on va se retrouver dans une relation à deux, dans laquelle le patient remarque qu'il crée son hypnose lui-même, très simplement, et que, bien entendu, comme je ne suis pas le bon Dieu, je ne sais pas lire dans son cerveau, je l'accompagne pour pouvoir le protéger, hein, parce que ce que Valérie raconte, c'est pas rien l'émotion que cette jeune femme a vécue, c'est pas rien si elle essaye d'arrêter les sensations d'anesthésie en allant jusqu'à se défenestrer. Donc il y a une immense souffrance, et c'est celle-là qu'on doit tenter d'éviter à tout instant, la protéger, au moyen, justement, on y reviendra, des phénomènes hypnotiques en question. Mais c'est vraiment ça. Comme on parle à deux à tout instant, on dit à la personne, on insiste là-dessus, et on le fait encore et encore, la meilleure de collaboration à nous deux, c'est de m'envoyer au diable. C'est-à-dire, vous comptez plus que moi dans cette relation, je vous propose des choses pour essayer de faire avancer le travail, mais sans vous, je peux pas le faire. Il y a une co-création en fait de la séance à deux. Tout à fait. Avec cette conversation qui Absolument. a lieu. Et en quoi elle est hypnotique, cette conversation, alors? Oh, parce que la personne remarque qu'elle est dans un état différent. Même si pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ce type d'hypnose-là, parce que je crois que l'hypnose Péter est bien à elle, on peut avoir quelqu'un qui rentre et qui n'a pas l'impression que le patient avec qui je parle, ou avec vous, ou avec Valérie, que sais-je, on n'a pas l'impression qu'il est en hypnose parce qu'il a un débit souvent tout à fait normal et habituel. Seulement lui ou elle sent très bien qu'il a un pouvoir sur lui-même qui est beaucoup plus grand. C'est ça le gros avantage de l'hypnose, c'est on ne perd pas le contrôle, on en gagne. C'est l'inverse de l'impression qui est souvent donnée pour des raisons de spectacle ou que sais-je. Mais pour le patient qui vient avec des souffrances qu'il a depuis très longtemps, et surtout puisqu'on parle aujourd'hui des traumas de viol et d'abus et tout ça, il a été dominé. Et depuis lors, il est dans ce qu'on appelle l'impuissance acquise. Il est quasiment tout le temps dominé. Le premier claquement de doigts, et hop, il est de nouveau écrasé. Donc on doit reconstituer une relation dans laquelle il sera égalitaire. Et où il va pouvoir enfin retrouver le contrôle sur lui-même, c'est-à-dire les émotions et les sensations qu'il va enfin pouvoir atténuer, reprendre en main. Alors, donc du coup, on est dans cette première phase. Dans cette première phase. Et donc, justement, avec Julie, dans la première phase, l'idée, c'est qu'elle a très bien compris, puisqu'on l'a expliqué évidemment aussi, je lui ai expliqué en théorie que, effectivement, le trauma qui a été amnésié toute une partie de sa vie et puis qui a été évidemment une levée de trauma, s'est inscrit sur différentes couches, en fait, de sa mémoire. Et donc, elle, au niveau aussi physique, mais aussi au niveau des émotions, des sensations, au niveau aussi visuel, puisqu'effectivement, les victimes malheureusement d'abus et de violences sexuelles, elles ont beaucoup de flashbacks et de cauchemars, c'est très très fréquent. Et donc effectivement, une belle manière de vraiment désenregistrer ou modifier l'enregistrement, c'est effectivement l'hypnose conversationnelle. Et donc hop, je vous ramène à Julie. Donc Julie, dès la première séance, en fait, hop, on part de son, hop, elle est dans son beau moment, et puis je lui propose de se dissocier justement, et donc je lui propose vraiment, on aime beaucoup le fait de s'envoler, parce que du coup on regarde en haut les scènes. Donc elle est dans un lieu agréable, elle est confortable, et là elle va en imagination, donc sortir de son corps. C'est ça. Pour aller où alors? Alors là, avec Julie en tout cas, l'idée, c'est que nous, on essaye, comme disait Gérald, de co-construire, mais on amène des propositions. Et donc là, elle s'envole, elle est sur un nuage aménagé. Ça marche très bien, avec plein de belles choses, des petits cocktails, etc. Et donc, c'est vraiment elle sur le nuage, elle aujourd'hui.
Et hop, on est parti. Et là, je lui demande simplement de survoler le village de son enfance. Voilà, dans ce cas-là. Et puis après, c'est elle qui m'a dit où elle est. Moi, je lui dis évidemment de m'envoyer au diable si elle ne veut pas aller dans le village de son enfance. Et donc, voilà, elle me dit... Oui, donc en fait, vous faites des propositions et vous demandez, en fait, au lieu d'avoir cette position qui peut réveiller le trauma, finalement, d'être soumis à un hypnotiseur qui va nous dire quoi faire, là, c'est la personne qui va guider, en fait, le thérapeute. Et donc, en faisant ça, elle reprend le pouvoir, elle reprend aussi le contrôle. Et donc, dans cette relation, c'est ça qui est très intéressant, c'est d'arriver à mettre ça en place. Absolument. Absolument. Et elle réexpérimente des choses qu'elle n'expérimente pas depuis longtemps. Quand on lui demande de nous envoyer au diable, souvent ils sont un peu timides, surtout ces gens qui ont été cassés il y a 20, 30 ou 40 ans, ils sont restés dans cette modalité-là. Et on leur offre une occasion de réexpérimenter le simple plaisir, mais qui pour eux est hyper important, de dire non, pas ça. C'est des détails apparemment, sinon pas. On va réduire l'agresseur dans la taille d'un nain de jardin, ou on en fait un nain de jardin. Non, ou un schtroumpf. Oui, un schtroumpf. Ah ok, merci. Donc vous allez faire des modifications en fait, comme une rescénarisation, ou alors une transformation en fait des événements. Tout à fait. Ici, d'abord, je parlais de la relation qui s'établit, qui est très importante pour que la personne réexpérimente des sentiments qu'elle n'a pas expérimentés depuis bien longtemps. Et ce à quoi tu fais allusion maintenant, c'est l'idée très très simple aussi qui est on va changer ce qui était inscrit sur les plaques sensibles de la mémoire, comme disait poétiquement Serge Gainsbourg. Parce que c'est vraiment bien de rappeler que le trauma, il faut bien qu'on me comprenne, le trauma n'est pas le viol qui a eu lieu il y a 20 ans. Par contre, ou l'état de stress post-traumatique, c'est-à-dire tout cet ensemble de symptômes, ce n'est pas ce qui s'est passé il y a 20 ans, mais c'est son enregistrement sur ces fameuses plaques sensibles. Et là, ça nous offre une grande chance. Le patient, quand il commence à comprendre ça, il va voir qu'il peut aller changer ce film comme un technicien de cinéma va changer. Et là, on s'amuse comme des enfants, parce qu'ensemble, on fait des changements où on dit avec plaisir, on change n'importe quoi, en accord avec le patient. Et on fait ça à deux. Parce que si moi j'ai une chouette idée, le nain de jardin, donc en fait, ça veut dire que le patient, pendant ce temps-là, il imagine dans sa tête, il fait des variantes, il suit les idées de transformer l'agresseur en nain de jardin, par exemple. Il va le voir dans sa tête. Parce que le patient, quand je lui demande de repenser à l'agression d'il y a 20 ans, il est aussi terrorisé qu'il y a 20 ans. En fait, ce que tous les patients traumatisés font, c'est l'évitement. Ils essayent de pas penser, de pas regarder un film où il y a du sexe, si c'est des histoires d'abus, des histoires comme ça. Ils essayent de ne pas penser. Mais ça revient. Et alors, on a les flashbacks et tout ça. Et donc, je ne sais plus quelle est la question. Et ben, du coup, l'idée de transformer les choses, ça permet donc il n'y a pas de reviviscence. Non. Mais on pense quand même à ce qu'on a enregistré, finalement, les images qui sont enregistrées, les images. Tout à fait. Et donc, on va pouvoir les transformer. Et c'est très rigolo parce qu'on va commencer à proposer des changements très simples de l'imaginaire, du visuel. Et les freudiens diraient alors ça va permettre le retour du refoulé. C'est-à-dire que quand on a été agressé, la colère qu'on pourrait avoir, elle est complètement refoulée. Le désespoir qu'on a, il est complètement refoulé. Et tout au fond, il y a la capacité et la joie de vivre. La capacité au bonheur. Elle est complètement ratatinée au fond. Ce qui fait que quand on change cet agresseur qui, même si c'est 20 ans plus tard, lui fait encore peur aujourd'hui, on le réduit à un nain de jardin, elle va souvent nous dire je vais lui foutre des coups de pied au cul, je vais taper dessus, je vais massacrer. Chacun aura justement, et c'est là que ça devient très intéressant parce que d'une culture à l'autre et d'une personne à l'autre, puisque chaque personne est vraiment singulière, le thérapeute ne peut pas proposer directement casse la gueule, mais c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce bonhomme? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Donc on élabore une métaphore. En fait, c'est le patient qui va élaborer sa propre métaphore, c'est ça. En rapport avec ce qu'Erickson appellera les besoins inconscients. Quel est le besoin qui est resté en moi depuis 20 ans par rapport à cette agression? Parce que maintenant, j'ai toujours l'âge auquel ça s'est passé, j'ai toujours l'impuissance dans laquelle ça s'est passé. Et c'est ça que le syndrome de stress post-traumatique, c'est un film qui tourne en boucle. Et il y a certains films qui tournent en boucle dans le noir, c'est-à-dire la personne ne sait pas, elle a amnésié tout ou partie de cette agression, mais tous les effets pénibles de cette agression sont là en surface, elle a plein de symptômes différents et c'est pas d'où ça vient. Donc alors, pour revenir à Julie. Oui. Pour revenir à Julie, donc qu'est-ce qu'elle a fait? Et donc elle a fait, je vais aller au rapide, mais en fait elle a survolé
Et à un moment, en fait, elle s'est arrêtée au-dessus de la maison et elle voulait vraiment que le nuage soit encore plus haut que ce qu'il n'était. Ça, c'est elle qui me l'amène. Ah là, je suis trop près de la maison, pas de souci, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Parce que ça faisait peur. Hein. Oui. Et donc, du coup, plus elle se détachait, plus je le voyais, elle respirait plus calmement. Et donc, à un moment, je dis, OK, voilà, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Elle-même, elle dit, bah, le toit s'ouvre. Et en fait, en résumé, elle a modifié l'enregistrement. Elle a fait ce qu'elle aurait voulu faire petite, mais elle est sur le nuage. Et en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Effectivement, bon, voilà, je lui propose certaines choses. On fait un peu Spielberg, et comme on dit, avec un peu d'humour, puisqu'on modifie un peu, effectivement, ce qui s'est passé et ce qu'elle aurait voulu faire. Donc là, elle dit, bah voilà, j'aurais voulu que quelqu'un arrive, vienne me sauver. Donc voilà, il y a des patientes, elles font des choses très hardes, hein, donc elles peuvent couper des sexes, enfin voilà, faire des choses, et c'est très bien comme ça, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Et là, en fait, Julie, comme certaines des patientes aussi, quand c'est quelqu'un de confiance aussi, c'est qu'elles disent, mais je l'aimais quand même bien un peu. Bah oui. Et donc ça, c'est très chouette parce que je dis oui, mais on peut le diviser. On peut vraiment, vous pouvez garder une partie de ce monsieur que vous avez le souvenir positif, avec qui vous faisiez vos devoirs et vous jouez dans le jardin. Mais le fait effectivement de ça, on peut vraiment dédoubler les personnes. Et alors là, ça l'a beaucoup aidé. Elle a mis le feu à la maison avec le violeur à l'intérieur et elle a sorti dans une brouette le petit nain de jardin, mais qui était plutôt, elle dit, ben lui, il est pas trop mal quand même. Voilà. Et donc vous allez vraiment dans le sens, en fait, vous suivez complètement l'imagination. C'est capital. C'est capital. Parce que par exemple, quand elle parle des deux télévisions, c'est une technique qu'on appelle les deux TV, simplement. C'est très très nécessaire dans beaucoup de cas. Si par exemple vous avez un père qui a abusé de sa fille, on travaille avec sa fille, on lui dit bah tiens, tu as envie de lui casser la gueule, elle se bloque. Elle nous dit rien. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de parler. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, je peux pas taper mon père parce qu'il était bon ou parce qu'il était maniaco-dépressif et qu'à certains moments il est très chouette et quand il est dans sa phase maniaque, il est horrible, c'est à ce moment-là qu'il abusait de moi. Et donc c'est vraiment dans la finesse, dans la délicatesse et surtout dans le respect des émotions des gens. Et donc en offrant ce que Valérie vient de dire, il y a le papa que tu aimes et tu peux le dorloter, tu peux être dans ses bras mentalement, et il y a le papa qui est crapuleux et pour lequel tu as une rage, tu vas le découper. Et c'est très étonnant de voir qu'il y a certaines personnes qui nous demandent presque timidement, je l'ai tué là maintenant, est-ce que je peux encore le faire une fois? Je dis oui, ressuscitez-le et on recommence. Et c'est ça qui est très amusant. Donc il y a des petits meurtres qui sont organisés dans votre cabinet, alors plein. Et souvent, c'est d'autres personnes qui viennent tuer. Hein, parce qu'elle dit, est-ce que je peux plutôt venir des mecs de la Légion étrangère, enfin, ou n'importe toute l'armée, et que je dis oui, faites venir qui vous voulez dans votre séance, quoi. Donc c'est vraiment leur séance, quoi. Et là, Julie, en fait, à ce moment-là, elle était apaisée, mais du coup, on repart, le nuage à l'Europe, on se dit, bah tiens, est-ce qu'on n'irait pas un petit peu s'apaiser un peu et alors on utilise beaucoup en hypnose conversationnelle l'eau. Enfin, moi j'aime beaucoup les cascades, hein, c'est vraiment parce que justement en fait il y a beaucoup le vaginisme, c'est aussi comme si quelque chose avait été très sali. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qu'on vit très mal lors d'agressions sexuelles. Et ça, la cascade, on dit purificatrice, mais c'est vraiment la cascade où on va vraiment en dessous et l'eau passe partout. Dans le corps. Dans le corps, et c'est vraiment fantastique en fait parce qu'on voit vraiment l'apaisement même au niveau du visage. Parce que l'idée, la cascade, c'est qu'on choisit aussi un chouette endroit. Et c'est bien de faire ça quand on a une séance très dure comme ça, la terminer par la cascade purificatrice. Et donc là, à ce moment-là, l'eau passe vraiment à travers tous les pores de la peau. Et évidemment, moi, en tant que sexologue, j'insiste très, 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 très fort sur le vagin, puisque je sais que la séance d'après, je vais essayer d'aller à ce moment-là faire une visite du vagin et de voir ce qui bloque dans ce vaginisme pour voir s'il n'y a pas des choses à modifier au niveau corporel, de la manière dont elle imagine que quelque chose bloque. Puisqu'on sait que dans le vaginisme, dans beaucoup de cas, en tout cas, il n'y a pas, je vais dire, une cause médicale. Ça arrive, mais c'est plutôt rare. Mais c'est plutôt effectivement quelque chose qui est bloqué au niveau psychologique. Ça ne veut pas dire non plus que toutes les personnes qui font du vaginisme ont été abusées. On ne veut pas non plus... Non, c'est pas du tout l'idée ici. C'est parce que dans l'émission. Mais oui, et on peut aussi avoir subi des abus sexuels et développer d'autres symptômes qui n'ont rien à voir avec des troubles sexuels. Tout à fait. Oui. Donc c'est pas automatique. Non, c'est pas automatique. Mais c'est encore bien. Hein. C'est quasiment toujours la mauvaise estime de soi. Et ce qu'on a tout le temps dans tous les traumas, c'est le sentiment de c'est ma faute, je suis coupable. C'est ce qu'on appelle le changement cognitif. Donc c'est ma faute, en fait, de quelque chose dont j'étais totalement été victime. Mais je le vis comme si c'était moi. Pourquoi? Alors quand on gratte, c'est intéressant. C'est
c'est des choses comme j'ai des trop jolies fesses. Oui, mais vous n'y avez pas les fesses à l'air. Non, j'avais mon fameux vêtement, bien. Ah, d'accord. Oui, mais c'est quoi? Ah, mais alors, c'est peut-être quand je l'ai croisé au feu rouge et je lui ai jeté un coup d'œil. Et quoi? Bah, il a peut-être pris ça pour une invitation. Donc, c'est dans tous les cas de trauma, de guerre ou d'accident de voiture, toute personne, alors qu'elle est totalement non responsable, en sort avec le sentiment de c'est ma faute, je suis coupable. Mais ça veut dire que toute sa vie va s'organiser autour de la notion de je suis pas quelqu'un de bien, je suis coupable, honteux. Et donc, on va souvent trouver encore des relations qui vont renforcer cette idée d'elle et qui va rater ses études ou son boulot. Et c'est une horrible catastrophe parce que cette impuissance acquise et cette culpabilité, elle colle toute la vie durant. Et parfois, c'est tellement horrible parce que, comme je disais, ce film tourne en boucle et même inconsciemment. Il y a des gens qui finissent par se suicider beaucoup plus tard. Tellement ça devient infernal à la longue. Et donc, il faut vraiment faire quelque chose. Alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'au départ, notre cerveau, il cherche à nous protéger avec tous ces phénomènes dissociatifs pour justement arriver à survivre à l'insoutenable. Tout à fait. Et en même temps, ces phénomènes, du coup, comme la sidération. La sidération, c'est vraiment un terme qui va recouvrir plusieurs phénomènes hypnotiques. Et le premier phénomène hypnotique dont les victimes se reprochent souvent, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon hypnotique la catalepsie. Hein, les gens tourette en deux chaises ou avec le bras tendu qui restent comme ça pendant longtemps où on ne fait aucun effort, mais ils restent coincés. Cette catalepsie arrive au moment où un choc émotionnel nous vient, que ce soit un être humain qui nous agresse, un accident de voiture, un tremblement de terre, des maisons qui s'effondrent, que sais-je. Notre corps nous protège. C'est pas la chose extérieure qui fait ça, c'est le corps qui dit pouf. Et il nous protège de différentes manières. Et on est bien pendant le temps que ça se passe. On ne sent pas la douleur, on ne sent pas les émotions, on est coupé. Mais alors après, une fois que l'événement est terminé, les symptômes hypnotiques qui sont apparus à ce moment-là vont nous coller au basque. À moindre mesure, souvent, mais ils se réactivent avec un petit coup de vent, très facilement. Alors moi, je voudrais faire un petit peu un focus parce que vous appelez ça des phénomènes hypnotiques. Donc, c'est des phénomènes qu'on peut retrouver en hypnose, qu'on peut déclencher en hypnose. Et justement, vous utilisez cette similarité entre ce qui se passe pendant le trauma et ce qu'on peut produire en hypnose, de façon à ce que les personnes puissent arriver à déclencher eux-mêmes les phénomènes dont ils souffrent et donc reprendre le contrôle de ces phénomènes. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez expliquer davantage, une logique paradoxale qui n'est peut-être pas facile à comprendre, quoique elle est assez simple une fois qu'on comprend l'idée. Quelqu'un, depuis longtemps, si on reste dans les rapports sexuels, par exemple, fait du vaginisme, se retrouve anesthésié physiquement, comme dans ton exemple. Julie, elle est vraiment bloquée. Ou parfois... pour vous donner un exemple, la première personne qui m'a vraiment donné une idée phénoménale de ce que c'est que les phénomènes hypnotiques qui se sont abattus sur elle, le jour où elle a été violée par un homme qui l'attendait dans sa chambre, elle m'a dit « Je n'ai jamais osé en parler au médecin, je n'ai jamais osé en parler à mon psychologue, mais avec vous, comme vous me parlez de phénomènes hypnotiques, je commence par me demander si j'ai vraiment cru que j'étais folle. J'ai vraiment eu la sensation d'être comme collé au plafond ce jour-là. Dissociation. Je me regardais en bas comme si c'était quelqu'un d'autre, dépersonnalisation. Ce gros bonhomme massif, moi j'avais 14 ans, était sur moi, aucun poids, aucune sensation de pénétration, anesthésie. Et je regardais ce spectacle et ça ne me faisait rien du tout. Ça fait déjà 4 phénomènes hypnotiques différents. Et donc, quand on arrive au moment du traitement, ces phénomènes hypnotiques qui, dans sa vie privée, vous imaginez, c'est rock'n'roll quand elle est dans les bras de son copain. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont plus de relation ou d'autres qui deviennent des prostituées, peu importe. Chaque personne va avoir sa réaction spécifique par rapport au trauma et chaque personne aura un cumul de phénomènes hypnotiques spécifiques qui sont les siens et qui, en généralement, font très peur. Et donc, avec elle, le premier mouvement que je fais avec n'importe quel patient, c'est je vais lui dire « Tiens, est-ce que vous sentez l'anesthésie physique que vous avez ?» Oui, augmentez-la un petit peu. Est-ce que vous sentez la paralysie qui est là en même temps que cette anesthésie, comme fait remarquer Erickson? Ah oui, je suis toute raide. D'ailleurs, je me reproche de ne pas avoir crié ni battu. Mais maintenant, je me rends compte à quel point j'étais complètement pétrifié, paralysé, et d'où le terme sidération. Mais quand on gratte derrière ce qu'on appelle une sidération, on va avoir quasiment toujours d'autres phénomènes. Et puis après, etc. Et à chaque fois, le premier cadeau qu'on lui fait, c'est intensifie ce truc-là. Et alors, on est très pédagogique.
On n'est pas là pour faire des sales blagues aux gens, on leur explique. Ben voilà, vous êtes en train de reprendre la maîtrise dans le mauvais sens d'abord, comme si on augmentait le bouton de volume de la radio. Je vous propose de faire plus fort alors que justement vous avez envie de faire moins fort. Une petite métaphore, une petite analogie pour qu'elle comprenne, parce que c'est immédiatement rassurant. Et alors elle va augmenter les 4 phénomènes hypnotiques, et c'est là que le psychothérapeute va devenir tel un chirurgien, parce qu'il a ses anesthésiens. Et c'est vraiment étonnant, parce que la personne va retrouver très vite, chose qu'elle n'a jamais envie de faire, elle n'a jamais envie de se retrouver en dessous de ce bonhomme, elle n'a pas envie de se remémorer ça. Ça fait des années qu'elle a ça, à chaque fois qu'il y a des histoires amoureuses, des contacts amoureux, elle revit ce genre de choses, et en fait, c'est ça qu'elle veut éviter. Et curieusement, paradoxalement, je lui demande de reprendre possession de ça, puis l'autre. Et une fois qu'elle a ses anesthésiens, et je lui explique, je dis, vous avez vu, vous êtes paralysé, anesthésié, sans émotion, et tout traite comme ça. Ah oui. Et zoup! Alors à ce moment-là, comme Valérie disait tout à l'heure, de quoi vous avez envie, cette scène? Qu'est-ce qu'on fait avec cette petite gamine là de 14-15 ans? Elle vous dit, jamais de mon père qui vient lui casser la gueule, je la sauve, je la prends, je la dorlote. En fonction des besoins de chacun, parce que votre besoin à vous et celui de Valérie seront différents dans toutes les situations. Et c'est une des règles d'Erikson, hein. Et chaque patient est unique. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'humilité dans ce travail et qu'il est forcément relationnel. Parce que je ne sais pas si vous avez envie de lui casser la gueule comme moi j'aurais envie de vous y pousser, parce que je suis un peu comme ça, disons, aujourd'hui, je suis de mauvaise humeur, j'ai envie on lui casse la gueule. Puis vous me dites non. Puis alors on va gratter. Je dis, OK, sentez bien ce qui vient. Et assez fréquemment, il y a des gens qui vont vous dire, comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi le bon côté. Ou d'autres vont vous dire, non, je suis pas très violent, je suis un peu tendance bouddhiste, mais je prends la gomme et je l'efface du film. Ah, OK, d'accord. Et puis la demoiselle s'en va, elle s'en court. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on a fait ce changement, que le retour des émotions a pu avoir lieu, et il est très bref, c'est pas pendant 10 ans, c'est 3, 4, 5 séances. Ils en reviennent pas par rapport au nombre d'années de thérapie qu'ils font bien souvent. Je vérifie dur comme fer que le trauma est nettoyé. À quoi? Vous vous sentez coupable encore? C'est de votre faute? Vous êtes une salope qu'elle avait provoquée? Ah non! Et alors elle... Donc finalement, tout ce qu'elles vous ont dit au début de la première séance, du coup, vous lui retournez à la fin de la séance, ou des séances, et du coup, elle dit, bah non. Mais c'est une belle évaluation. C'est une belle évaluation. Et c'est vrai que comme ça, je clôture avec Julie, c'est qu'elle, évidemment, au niveau physique, puisque le vaginisme, c'est que son périnée était complètement contracté, en fait, puisqu'elle a contracté au moment de l'agression, et les douleurs, c'est ça. Et donc, quand on a été travaillé sur justement la visite à l'intérieur de son corps, donc c'est une petite Julie, mini pouce ou la fée Clochette, qui va à l'intérieur de son corps, et on va vraiment faire une visite du vagin réel, en virtuel, mais vraiment... Et alors là, en fait, on va vraiment tout détendre, en fait. On va même, parce que quand tu parles d'anesthésiant, elles prennent même des petites fioles, et à l'entrée du vagin, elles mettent des films protecteurs, des anesthésiants, des choses pour vraiment se détendre. Et là, elles se rendent compte qu'il y a de la place dans leur vagin quand elles sont détendues, en fait, et que le périnée est détendu. Et donc là, du coup, en fait, on appuie le changement aussi à un autre niveau. Et pour que dans un futur rapport intime avec son compagnon ici, qu'elle puisse se dire, ah oui, rappelle-toi, il y a de la place à l'intérieur, c'est mou, c'est doux, c'est souple. Et si tu es détendu, en fait, c'est pas le vagin le problème, c'est le périnée autour qui appuie contre les parois et qui fait qu'effectivement, c'est plus compliqué. Et donc ça a vraiment bien changé chez Julie, qui aujourd'hui est maman. Donc là, Pardon, j'aimais bien l'exemple que tu me donnais tout à l'heure de cette dame qui disait quand elle fait la visite du vagin ou de l'utérus, oui. Elle dit, mais c'est comme un jardin qu'on aurait laissé pousser pendant 10 ans et il faut absolument aller élaguer. Alors, elle a fait tout ce travail de jardinage pour rentrer. Mais on trouve beaucoup de choses dans les vagins de certaines patientes. Les marchés au plus sentiers, dirait-on. Donc, ça veut dire qu'en fait, notre physiologie est liée à notre imaginaire, en fait. Hein. Là, vous mettez le doigt sur un des principes essentiels en PTR. On est tout le temps dans le corps. Dès qu'on parle de sentiment, et le sentiment que vous avez maintenant, c'est quoi? Alors, on vous dit la tristesse, le désespoir, la colère, la peur. Il est où dans le corps? Et ça amène l'hypnose automatiquement. Dès que la personne va à la rencontre de cette colère qu'elle a dans le ventre, elle parle d'utérus. Par 2 fois cette semaine, j'ai vu des femmes dont le travail, on avait fait 2 ou 3 séances. Et alors, elle me disait, maintenant, je retrouve toute ma féminité. Et dans mon utérus, mais j'ai une force, j'ai quelque chose. Et donc, vous voyez, c'est où dans le corps? Et donc, 2, 3 séances avant, elle avait justement une douleur, une oppression, un truc coincé. Et après que le travail est fait,
retrouver toute sa féminité et cette force qui rayonnait dans tout le corps à partir de l'utérus et qui monte dans la gorge et dans les bras et dans les mains. Donc là, dans le cas qu'on a donné, la levée d'amnésie avait eu lieu avant. Oui. Mais là, si quelqu'un vient vous voir pour cause de douleur, de maladie, en fait, de rhumatisme. De maladie, ah oui. Oui, c'est ça. Enfin, de douleur, en fait. Du coup, comment ça se produit, la levée d'amnésie? Ah là, c'est très intéressant parce qu'effectivement, la polyarthrite, en grand nombre de maladies psychosomatiques, il y en a beaucoup au niveau de l'estomac, de l'intestin, des articulations. On a les fameuses polyarthrites qu'on appelait évolutives et dégénérescentes autrefois, qu'on appelle rhumatoïdes. On a plein de maladies de toutes sortes. Et c'est un des principes qu'on va employer tout le temps. C'est clair que c'est l'Institut Erickson de Belgique où on a conceptualisé, si vous voulez, le fait que la psychosomatique est un phénomène hypnotique comme les autres, qui nous protège. Curieux d'entendre ça. Ça veut dire que le cerveau trouve qu'il vaut beaucoup mieux avoir une magnifique maladie de douleur épouvantable plutôt que de ressentir les émotions qui avaient été là lors de l'incident traumatique. C'est vraiment un choix que notre système nerveux autonome nous fait. On n'y est pour rien, on n'est pas hystérique ou quoi que ce soit. Non, bloum, notre corps nous fait ça. Comme il nous protège devant l'agression, une autre protection, c'est la psychosomatique. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait comme d'habitude, c'est un véritable secret qu'on trouve dans le bouquin. C'est un secret qu'on donne généreusement, qu'on trouve sur notre site avec plusieurs articles où il n'y a qu'à pousser dessus sur l'Institut Erickson de Belgique. Surmonter le traumatisme, initiation à la PTR, donc aux éditions Satas, où il y a tout généreusement en fait, il y a toute la méthode qui est expliquée de A à Z. Toute la formation, voilà. Il y a 13 jours là-dedans et plein de cas d'exemples écrits simplement et concrètement. Et là, pour revenir à la psychosomatique, c'est amusant, que ce soit le nœud dans la gorge, la boule dans le ventre, ou la maladie qui fait vraiment très mal. Si on a une maladie qui fait vraiment très mal, on va découvrir, c'est certain, des grosses émotions qui ont été ravalées. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On demande à la personne, vous pouvez augmenter la sensation dans la gorge, le boule dans le ventre, ou les articulations, les polyarthrites rhumatoïdes qui font mal comme tout, ou heureusement, depuis 10-15 ans, je crois, il y a un médicament. Donc vous considérez qu'à partir du moment où une personne a un symptôme, une douleur, et qu'elle arrive, avec le pouvoir de son esprit, à augmenter la douleur, oui, ça veut dire que c'est psychosomatique. Toujours. 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 Et ça sert à rien de faire comme moi je l'ai appris autrefois, de commencer à essayer de faire une anesthésie sur les douleurs. C'est ne pas comprendre l'inconscient, parce que l'inconscient, il veut nous dire, hey, t'as une grande souffrance émotionnelle, je te fais le cadeau de la mettre dans les poignets. Ne viens pas l'enlever. Je me souviens d'avoir une dame avec laquelle je venais de lire Erickson, parce qu'elle avait une polyarthrite monstrueuse, à l'époque c'était le taux de sédimentation avec lequel on mesurait l'inflammation, maintenant c'est la CRP, etc. Et j'ai proposé en fin de séance que, jusqu'à ce on se verrait la semaine d'après, que toutes les douleurs qui étaient dans les poignets allaient partir au niveau physique et allaient arriver au niveau émotionnel. C'était le vendredi. Et je travaillais dans un centre de santé mentale à Bruxelles à l'époque. Elle a secoué tout le week-end, elle a donné des coups de téléphone, on avait plein sur le répondeur, en disant au secours, je veux voir Brassine. La secrétaire, le lundi matin, elle me dit, écoute, viens vite, il y a cette dame que tu as vue vendredi, elle supplie, elle a laissé des mots, elle des téléphones et des téléphones. Et elle me disait, effectivement, l'autre vendredi, tout d'un coup, la douleur s'est arrêtée. Hein. Vous m'avez dit, oh, et la douleur s'est arrêtée. Il n'y a pas eu d'émotion. Mais une fois rentrée chez moi, alors là, elle dit, je pleure, je suis désespérée. Je pleure. Et elle m'a dit, rendez-moi mes douleurs physiques. Alors j'ai fait, je ne sais pas comment faire, c'est la première fois que je fais un truc pareil. Je lui ai dit, écoutez, 1, 2, 3, ou quelque chose comme ça. Maintenant, les douleurs physiques vont revenir en lieu et place de cette gigantesque tristesse qui vous envahit. Elle a arrêté de pleurer et elle a fait, aïe! Oh, j'aime mieux ça. Et puis on a travaillé beaucoup plus loin avec une technique d'Erickson très très spécifique pour aller rechercher le contenu qui était amnésié, donc dissocié. Parce que c'est ça l'hypnose, c'est toujours on cache, on se dissocie de certaines choses. C'est pour ça qu'on appelle la PTR, la psychothérapie du trauma réassociative. On remet les choses. C'est le contraire du trauma en fait. Ouais, c'est le contraire. Au lieu d'être dissocié, du coup, on réassocie. Et là, petit à petit, elle a retrouvé des abus sexuels de son père. Quand il était seul avec ses 2 filles en Afrique et qui picolaient, et qui violaient l'une et puis l'autre.
Donc en C'est fait, des l'idée horreurs. du symptôme, comment on fait pour augmenter une douleur? Ça, c'est pas C'est tout bête. forcément, c'est tout bête. Oui, je vais vous montrer comment je fais. C'est très compliqué. Est-ce que tu peux, Catherine, on disait que tu étais ma patiente. Est-ce que tu peux, Catherine, augmenter la sensation de douleur que tu as quelque part? Alors, par exemple, moi, j'ai une tension dans les mâchoires. Ouais. Ah ben, augmente la tension. Vas-y. Intensifie. Est-ce qu'elle s'intensifie? Je peux la ressentir, quoi. En tout cas, Ouais. elle est pas là tout le temps, mais du coup, je peux la ressentir. Les gens qui ont, par exemple, des acidités, des ulcères, et qui ont pris leur Lexiam, un des gros antiacides, qui prennent tous les jours. Je disais au téléphone, il y a 30% de tous les Français qui prennent un gros antiacide. La grande majorité d'entre eux ont ça parce que leur cerveau les protège en disant autant avoir une belle douleur physique qu'une belle douleur émotionnelle. C'est malin, parce que maintenant j'ai une contraction à la Ah, mâchoire, je peux plus parler. Voilà. Tu rigoles, je sais pas. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, on continuerait. Et c'est ça qui serait amusant, c'est si on pouvait Donc là, le du faire. coup, je l'ai augmenté, donc ça veut dire que quelque part, j'ai le contrôle dessus. Voilà, c'est ça ça. c'est le premier niveau. Ouais, C'est c'est déjà le pas premier mal. niveau. Et ton inconscient, il dit, hé, chapeau, tu parles mon langage, tu me rejoins. Si c'est effectivement une douleur qui est en lieu et place d'une douleur émotionnelle, il dit, ah, chouette, on me comprend. On va se rencontrer. Et donc, moi, je vais continuer, puis je vais te proposer de voir vers quoi ça te ramène, ou je sais pas trop quoi. Donc Ou d'abord, surtout, je vais qu'est-ce qui se augmenter passe? ma douleur. Oui, mais alors, Chaque qu'est-ce jour. qui se passe? Parce que, par exemple, je sais pas, moi, on disait, voilà, tu sens, tu as une rage incroyable, et souvent, dans notre reptilien, la rage, on la sent dans les poings, les pieds et les mâchoires, souvent. D'accord? Et alors, la rage. Donc, ça voudrait dire que si éventuellement ta douleur est là en lieu et place d'une rage qui, enfant, pouvait pas avoir lieu parce qu'on doit être gentil avec ses parents, ou je sais pas quoi. Donc alors, comment le voile de l'amnésie se soulève, là? Là, Tout si je me doucement. concentre sur ma rage dans les mâchoires, et que c'est de la rage, et que Tu l'appelles rage. et j'ai envie de faire ça. Alors, à ce moment-là, je vais dire, vas-y, sens la rage. Et puis, je vais proposer éventuellement, laisse venir contre qui? C'est peut-être qui au pluriel? Est-ce qu'il peut y en avoir plusieurs? Ou est-ce qu'il y a plusieurs moments? Et on va faire le premier moment sur lequel on tombe, je sais pas moi, un amoureux qui t'a rejeté, ou peu importe, ou les enfants qui t'ont énervé, eh bien, tu vas voir. Alors, à ce moment-là, on se base sur un principe qu'on aime bien, on peut dire, on dit, le cerveau est bête, mais c'est en ça qu'il est malin. Ça veut dire quoi? Si tu casses la gueule à ce mari, ou à cet amoureux, ou aux enfants, mais que tu le casses, comme Valérie disait tout à l'heure, en le jetant du 10e étage, il n'y a pas beaucoup de chances qu'il survive, et que tu le frappes encore à la batte de baseball pendant une demi-heure, ou que tu mords, parce que souvent, quand les gens ont ça, on en revient aux petits dinosaures, hein. Les T-Rex, ils mordent, hein. Mais on est dans notre reptilien à ce moment-là. Et c'est ça qui est chouette, parce que avec ce travail corporel, on est juste là où il faut, c'est-à-dire dans le corps, ou plus exactement ou aussi dans l'inconscient. Les deux mots s'équivalent. C'est pour ça que la pétire est vraiment une approche psychophysiologique, psychosensorielle. Oui, et avec vraiment des patientes qui ont subi, puisque on est vraiment dans les abus et violences sexuelles, qui ont subi, c'est que quoi qu'il arrive, le corps à un moment a été malmené. Et donc, moi, j'ai beaucoup de patientes, elles me disent, c'est impossible qu'il touche ma poitrine. C'est douloureux, c'est insensible, mais voilà, et souvent, c'est même les gynécologues qui me les envoient en disant, bah voilà, moi, elles sont venues, elles ont des douleurs, elles aimeraient allaiter, etc. Voilà. Et là, en fait, on va vraiment aller à l'intérieur de la douleur, hein. Je vais à l'intérieur de la poitrine et on va voir ce qui s'y passe. Et là, on voit vraiment qu'effectivement, le violeur, c'est vraiment très acharné sur cette partie-là du corps et qui est devenue une partie qui est impossible, en fait, à ressentir du plaisir. Là, à ce moment-là, donc, en fait, du coup, elles ont tout fermé, quoi. C'est boupou, c'est une barrique, c'est barricadé. Et c'est vraiment paradoxal, l'intervention, hein. On va lui dire augmenter un peu les sensations de douleur qu'elle met de côté. Et ça fout les jetons, hein, les thérapeutes débutants, je leur dis toujours, vous allez voir, les seuls qui ont vraiment peur, c'est vous. Et le patient pas. Mais au début, la patiente, elle a une douleur, elle l'augmente, et tout de suite, on lui dit, vous avez le contrôle. Et en fait, cette douleur, elle change quasiment instantanément. Et il y a la reconversion dans l'émotion. Que ce soit une terreur pendant certains moments, et puis très vite, dans la culture chrétienne en tout cas, il y a l'envie de l'envoyer au diable, de le massacrer qui va arriver, ou autre chose. Mais là, c'est ça chrétienne en genre dent pour dent, œil pour œil, parce que c'est pas je tends une joue, je reçois une claque, je tends l'autre joue alors. Non, c'est pas dans ce sens-là. Je dis dans le sens, pour moi, la culture chrétienne. Quand je travaille ici en Belgique ou en France ou en Suisse ou ailleurs, on voit très volontiers que les gens sont facilement en rage. Avec le monde musulman, beaucoup moins. Surtout si, par exemple, la rage est contre les parents, parce que le respect des parents doit être très important. Et si les parents sont morts, on n'y touche plus et on ne peut pas. Donc, on va trouver d'autres moyens
Au Rwanda, on a travaillé 2 semaines là-bas avec les Rwandais. C'est impossible de leur demander de frapper celui qui a tué sa famille. Impossible. Oui. Et on a cherché. Donc c'est intéressant parce que c'est l'interface avec l'anthropologique, avec l'interculturel. Et avec les Rwandais, tout d'un coup, c'était vraiment, c'est spécifique. Et pour nous, chrétiens, au sens très large, on peut pas comprendre. Mais alors, tout d'un coup, j'ai commencé à trouver dans un cas, puis dans un autre, puis dans un autre, la personne dit, en fait, j'ai besoin de revoir celui qui a tué toute ma famille. Et j'ai besoin, même imaginairement, on parle, qu'ils viennent présenter des excuses, et ils rajoutent tous unanimes, mais il faut que je sente que ce soit sincère. Ça peut pas être un truc psychopathique de je te présente des excuses pour mieux t'embêter par la suite, quoi. Donc des excuses sincères et senties. Et Donc ils arrivent à les imaginer, du coup, ces excuses. Ah oui, et ils pleurent après. Et ils sont apaisés. Ah oui, parce que c'est l'équivalent de la rage, en tout cas l'émotion, elle s'en va. Et alors la suite, mais ça c'est valable dans toutes les cultures, déjà dans le processus d'hominisation, c'est-à-dire quand l'homme devient humain, on dit que l'humain arrive, on arrête d'être une grande bête quand on commence, pour les chercheurs, à trouver des tombes. Et des tombes dans lesquelles on met la personne de telle manière, avec un outil, avec un objet, avec une arme ou que sais-je. Pourquoi? Parce qu'on pourrait très bien aller avec la jambe de la belle-mère à la chasse à Dieu sait quel animal qui a envie de manger de la viande, d'accord? Ou on peut le manger soi-même. Beaucoup de gens mangent les cadavres, on peut. Mais donc ça veut dire que le processus d'hominisation, comme les anthropologues l'appellent, c'est au moment où il y a une tombe. Et tous les gens qui, comme au Rwanda et ailleurs, le Rwanda, il y en a eu beaucoup, n'ont pas trouvé les restes, ça va pas. Eh bien, en hypnose, le cerveau est bête, mais c'est en ça qu'il est malin. On va faire ce demande de pardon de l'agresseur, et puis on va aller, en général, au Rwanda, ils sont tous, ils sont très animistes de base, mais ils sont tous catholiques, et ils vont faire une messe à l'église catholique, et puis surtout, il va y avoir un enterrement ou quelque chose d'équivalent, un rituel. Alors, dans l'esprit de la personne, d'un côté, il y a ce qui s'est passé dans la réalité et l'agresseur n'a jamais demandé pardon. Oui. Et dans l'imaginaire, l'agresseur a demandé pardon. Comment ça se passe, du coup? C'est très amusant parce que le cerveau est bête, c'est en ça qui est malin. Ça veut dire que le patient va enfin avoir ce qu'il attendait à un niveau inconscient, que ce soit chez les Rwandais ou chez nous. Mais il n'est absolument pas dupe. Mais ça détend le corps, ça satisfait, ouais. ça déculpabilise, on ne se sent plus coupable. Ça. Et du coup, ça change la vie. Et pour embrayer avec la psychosomatique, il y a un phénomène hyper intéressant au Rwanda. Ils avaient un chiffre de comment est-ce qu'on appelle encore cette maladie, les grandes crises d'épilepsie. D'épilepsie, merci. Mais c'est étonnant, on en a soigné plein sur 2 semaines de temps. Parce que l'épilepsie, pas dans tous les cas, moi je suis pas médecin, mais dans beaucoup de cas, je suis arrivé là-bas et j'ai appris par un prof d'université sur place que effectivement le taux d'épilepsie au Rwanda, depuis les événements, était, je sais plus combien de fois plus que le restant du monde statistiquement. Dès que j'entends ça, je me dis oh que c'est intéressant. Et puis par la suite, on travaille avec tous ces gens qui travaillent avec Handicap International, et il y a de différents groupes de traitement, dont ceux qui travaillent avec les personnes victimes d'épilepsie, les uns après les autres. Alors moi, j'aimerais bien un petit peu qu'on revienne à l'essence même de ton parcours et comment tu as mis au point, en fait, cette thérapie, puisque jeune étudiant, tu as passé 1 an dans l'école de Palo Alto. Un beau cadeau que le Rotary m'a fait à l'époque, mais j'ai cherché partout les moyens de trouver une bourse pour aller là-bas. Ensuite, tu as été auprès de Kay Thompson. Kay Thompson, pour apprendre justement l'hypnose conversationnelle. Copine d'Erickson pendant 30 ans, elle. Vraiment quelqu'un de très important. Et puis, tu es devenu aussi prof de MDR. J'ai été le premier en Belgique à amener le MDR avant que Savant Schreiber n'amène ça en France et tout ça. Et je l'ai utilisé beaucoup. C'était un bon outil, un très bon outil. Mais il y a un mais, c'est surtout pour les traumas relativement petits. Et il y a beaucoup Donc c'est bien pour les traumas petits. Oui. Alors c'est difficile, j'ai pas mon traumatomètre ni ma balance à trauma, c'est très compliqué, que la souffrance est la souffrance. Mais par exemple, quelqu'un qui emploie le MDR, il travaille sur un relativement petit trauma, mais tout un autre est oublié, où le couteau du violeur avait été mis de côté et il avait dit si tu cries ou je sais pas trop quoi, je te découpe salope, etc. Quand on a des trucs qui sont trop forts au niveau de l'amnésie,
Alors, on a des grosses décharges émotionnelles, ça c'est d'une part. Et le côté le plus ennuyeux, mais je crois que les gens qui font le MDR, je suppose qu'ils ont compris et qu'ils vont rechercher. Quand le patient ne revient pas, je pense qu'il faut se faire une règle d'aller le rechercher. Parce que le pire, et on revient à ce que je disais tout à l'heure, un des phénomènes hypnotiques qui n'est pas rangé encore dans la catégorie phénomène hypnotique qui s'appelle la psychosomatique, est là pour nous protéger. Qui veut dire que quand le souvenir revient très très fort, et que sans doute il va redescendre, il va revenir à la conscience pendant quelques fractions de secondes, pendant quelques secondes. Mais comme si c'est trop fort, et si c'est pas insensibilisé, whoop, et alors on a la naissance d'une... Whoop, ça veut dire quoi? Tu peux traduire? Il est réoublié. Allez, réoublié. Il redescend dans l'hypnose, okay, dans l'inconscient, parce que l'inconscient fait ce qu'il peut pour protéger. Notre inconscient fait ça tout le temps. Il nous protège, il nous protège. C'est maladroit. C'est bizarre. Il nous protège avec la psychosomatique, mais c'est ça. La douleur est arrivée trop forte, elle était trop forte. Et zoup, elle est re-rentrée dedans et sort une maladie. Apparaît une maladie. J'ai vu dans mon expérience avec une jeune femme qui travaillait dans un hôpital, une perforation d'estomac, une perforation d'intestin. Heureusement, c'était en cadre hospitalier. Et la troisième que j'ai vue, ça c'était pire, c'était une réaction anaphylactique. Les médecins de la ville où elle vivait, c'était un policier, lui a dit quelques minutes de plus et vous étiez morte, on ne pouvait pas vous rattraper. Mais j'ai vu beaucoup d'autres, et quand on s'intéresse aux gens qui font le MDR, je pense que les praticiens le font, et j'espère qu'ils ouvrent les yeux très fort. Il faut absolument les rechercher, ces patients, parce que ceux qui ne reviennent plus, ils développent une maladie psychosomatique. Donc rechercher les patients, ça veut dire les rechercher, ceux qui ont abandonné en fait la thérapie parce qu'il y a eu des émotions trop fortes, parce que ça leur a pas plu. Et en fait, ils peuvent repartir dans le... Ça vaudrait mieux. Dans l'amnésie, dans et dans la psychosomatique. Mais c'est un bon outil, sans ça. Enfin, c'est cet outil qui t'a permis de t'intéresser au syndrome de post... Oui, j'avais déjà fait de l'hypnose avant et je voyais bien à quel point l'hypnose ericksonienne métaphorique ne touchait pas souvent les choses, ou qu'on n'arrivait pas à arriver au trauma. Et pour moi, le MDR a été une révélation, par exemple, pour un phénomène que j'ai vu qui est répétitif, que tous les gens qui font le MDR constatent, c'est, on a quelqu'un, comme souvent, avec lequel on commence avec une émotion, j'ai tel souvenir, j'ai une émotion à autant sur une échelle de 0 à 10, et on commence les tapotements ou les mouvements des yeux, et la personne vous dit, j'ai plus rien. Et vous réessayez, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que c'est? Protection dissociative, c'est quoi? Dissociation émotionnelle. Et quand j'ai vu ça à répétition, j'ai fini par me dire, mais ça, c'est intéressant. Et avec le background de Palo Alto et l'utilisation des paradoxes, sans doute, j'ai eu l'idée de dire, tiens, vous ne sentez plus rien. Sentez un peu que vous ne sentez plus rien. Bizarre demande. Mais augmentez un peu la sensation de ne plus rien sentir. Et quand on pousse la personne dans la sensation de ne plus avoir des émotions, tout d'un coup, bouf, l'émotion revient. C'est pas pour le débutant, mais... On augmente la résistance et il n'y a plus de résistance. Voilà. C'est le principe d'Erickson. Quand on va dans le sens de la résistance, il n'y a plus de résistance. Il n'avait pas utilisé ce genre de truc. J'aurais été ravi de le rencontrer. Je suis passé devant chez lui qu'il était encore vivant. Je croyais qu'il était mort. Je regrette. J'aimerais vraiment, pour les personnes qui nous regardent, je pense que, et comme on parle de violence sexuelle aussi aujourd'hui quand même, et en tant que sexologue, je pense que c'est vraiment important de se rendre compte que lorsqu'on vit une violence sexuelle, il y a des réactions physiologiques qui ne sont pas dues à du plaisir ni à un orgasme, parce que j'ai beaucoup de patients, hommes ou de patients, peu importe le genre, qui effectivement vivent très mal cette culpabilité. Et je crois que c'est important de faire passer le message que on a des réactions physiologiques quand on vit des viols multiples, quand on vit des tournantes, comme on dit chez vous, etc. Et que, évidemment, le corps décharge à un moment, mais ça n'est pas un orgasme. Et donc ça, c'est le principal pour pouvoir commencer à travailler avec les victimes de violences sexuelles qui ont vécu des réactions physiologiques qu'elles pensent être peut-être un orgasme, puisque quand elles sont adultes, elles se disent « Ah, c'est ça que j'ai dit ». Donc voilà. Mais qui sont associés au plaisir quand même. Oui, donc là, j'ai quand même envie d'être claire que si on leur dit que c'est du plaisir dans la discussion, ça va être très compliqué de travailler. Donc en tant que sexologue, il faut vraiment bien faire la différence entre une décharge physiologique qu'elles ont peut-être associée à du plaisir quand elles avaient 20 ans, et quand on en a 4 ou 5, on n'a pas un plaisir sexuel, puisque évidemment, quand on est enfant, on n'a pas encore d'hormones sexuelles. Donc le fait qu'on caresse notre clitoris, ça nous amène une décharge physiologique, d'accord, qui est agréable, puisque c'est une décharge physiologique. Mais comme si on était à d'autres parties. Le clitoris, c'est un super endroit de décharge. D'ailleurs, il y a des petites filles qui sont très stressées,
caresse le clitoris sur la chaise parce que le corps décharge assez bien. Mais quand on parle d'orgasme, il faut du désir sexuel, de l'excitation sexuelle, ce qui n'arrive pas quand on est victime de violences sexuelles. Ça, je parle vraiment dans l'explication. Par contre, quand on est en état modifié de conscience, qui évidemment, on peut aller travailler ça et que on peut travailler la culpabilité du plaisir qu'elles ont eu et même l'augmenter et le diminuer, comme Gérald le dit très bien, pour qu'elles reprennent le contrôle et qu'elles se disent « Ok, oui, ah oui, j'ai eu du... Mais non, oui, mais j'avais une arme sous le cou, j'avais la main de mon violeur, j'avais une arme sur la tempe. Et à ce moment-là, comment je peux avoir du plaisir en étant dans une situation pareille, quoi ?» Et là, alors là, on change tout à fait l'image et l'enregistrement qu'elles ont pu avoir de se dire « j'ai eu du plaisir ». En bref, ce que Valérie dit, c'est un truc pas évident à faire en tant que professionnel. Et c'est très, très bizarre. C'est on demande à la personne de ressentir ce qu'elle a eu comme sensation qu'elle appelle du plaisir. Vous avez des pédophiles qui sciemment masturbent les enfants jusqu'à l'obtention de cette décharge. Vous avez des viols où le violeur le fait volontairement ou involontairement, de manière mécanique, aussi bien que si je vous donne une claque sur la cuisse, vous avez mal. La stimulation donne toujours ce qu'elle va produire. Et le traitement est quand même assez osé au début, parce qu'on va demander à la personne qui est honteuse et culpabilisée d'avoir ressenti ça, qui fait c'est moi qui l'ai voulu, hein, et si elle va dans un commissariat où je suis un médecin un peu vieille conception qui lui dit « Et madame, vous avez eu du plaisir pendant le viol ?» Elle est cassée à tout jamais, hein, parce qu'elle lit dans le. Elle n'est pas cassée à tout jamais grâce à la non, peut-être bien. Et parce que justement, le commissaire de police, elle peut aussi le réduire en rondelle. Oui, j'ai compris quand même. Merci Catherine. Mais pour la sortir, elle, on va apposer les opposés. On va mettre ensemble la sensation de plaisir et toute l'ambiance de menace ou le couteau. Dans notre jargon, on dit tant mieux qu'il y ait un couteau, parce que le contraste est tellement fort. Et c'est très étonnant parce qu'il suffit de penser aux violences, aux menaces, si tu le dis, je te tue, les histoires comme ça, et en même temps sentir le plaisir, et vous, alors, effectivement, donc ça me rappelle votre livre, oui. Gérald de Racine. Faut-il parler de ça aux enfants? Et moi, je voulais quand même faire un petit focus sur 3 pages, parce que, en fait, quelque part, ce que vous dites dans votre livre, et franchement, ça m'a secoué, c'est que, finalement, notre société laisse la voie ouverte à toutes les manipulations mentale et le champ libre aux abuseurs, parce que finalement l'enfant dispose que d'une vision partielle, morcelée ou tronquée de la sexualité. Il ne sait pas où se situe le bien et le mal. Oui. Donc là, on a l'impression qu'on a vraiment affaire à un problème culturel, oui. que les enfants ne sont pas éduqués sur la sexualité. Oui. Et donc finalement, quand il leur arrive un abus sexuel, comme ils ont l'habitude d'obéir aux adultes, puisque ce sont des enfants, ils n'arrivent pas à se situer, et surtout si cet adulte fait partie de l'entourage familial ou qu'il est considéré comme gentil, il ne sait pas qu'il peut dire non en fait quelque part. On n'a pas encore fait la lecture du code pénal à l'enfant, et on ne lui a pas fait non plus l'information sur la sexualité. Qu'est-ce qui est adéquat, qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà. Et ça, on a l'impression que ce n'est pas fait. Non. Et donc du coup, ça laisse un champ d'action. C'est pour ça que je dis que nous sommes co-créateurs du nombre effroyable d'abus sexuels sur les enfants. Je crois qu'on dit en France, c'est un enfant sur 5, les chiffres récents en France, c'est ça? Oui. Un enfant sur 5, vous vous rendez compte? Vous êtes mis en Belgique? Non, je ne crois pas, non. C'est la même chose. Non, mais j'entendais ces chiffres parce que je ne sais plus quel est l'auteur. Et puis alors, il y a toute la violence en plus. Si tu le dis, je te tue. Oui, tous les cadenas. Si tu dis non, c'est que tu m'aimes pas, etc. Donc il y a tout comment dire, la manipulation mentale en fait aussi. Et donc la recette, enfin le remède plutôt, c'est de la prévention. Et la prévention, c'est quoi? C'est lorsque l'enfant aura été complètement averti, informé avec nuance sur la sexualité, il va détecter immédiatement le caractère illicite d'une demande et la dévoiler tout naturellement. Si papa et maman parlent de sexualité, c'est jamais facile de faire ça. Mais si on le fait intelligemment, en rapport avec l'évolution de l'enfant, et qu'on lui donne des informations sympas, non pas sur attention les pédophiles, mais plutôt la sexualité, c'est vachement chouette. Oui, c'est comme ça qu'on fait les bébés, mais on fait 1000 fois ce qu'il faut pour faire des bébés, parce que, et alors quand on dit aux enfants, mais en plus ça s'appelle faire l'amour, et les enfants adorent entendre parler d'histoires d'amour et de chouettes relations. Ça, c'est dans Faut-il parler de ça aux enfants? Malheureusement, ils ne se retrouvent que sur Amazon, Kindle, il y a toutes les infos en dessous la vidéo. Alors Valérie, vous avez coécrit un livre, 2 romans sexo
informatif. Donc, j'ai commencé à lire celui-là. Et ben, ça se passe super mal au début, hein. Donc, j'ai hâte de savoir la suite. Oui. Et puis, aussi sur L'érection. Et justement, vous aviez aussi un cas à nous raconter, s'il nous reste quelques minutes, instants. Voilà. Bah, c'est justement en plus pour vous prendre aussi. Donc c'est Fred. Donc, il a 32-33 ans quand il vient. Et il vient chez la sexologue pour troubles érectiles. Et donc, il faut savoir que c'est assez fréquent, les troubles de l'érection. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure avec le vaginisme, évidemment, tous les hommes qui viennent pour troubles de l'érection n'ont pas subi des abus sexuels. Malheureusement, Fred, en fait, c'est ce qu'il a vécu. Donc, lui, Frédéric, dès qu'il est dans une situation, en tout cas, érotique, donc dès que son partenaire approche son sexe, il n'a plus d'érection du tout. Donc, l'érection disparaît instantanément. Et bon, il voudrait comprendre pourquoi. Il a vu 3-4 urologues. Il prend un médicament générique du Viagra pour s'aider. Malgré ça, ça ne fonctionne pas. Donc la preuve, que c'est bien à comprendre aussi que ces médicaments, il faut quand même, ça ne fonctionne pas, c'est pas miraculeux. Et donc du coup, dans l'anamnèse, lui par contre, effectivement, il se dit, je sais pas, il avait pas vraiment d'hypothèse, puisqu'on demande souvent si les patients ont des hypothèses, s'ils pensent pourquoi leur trouble de l'érection est là, puisqu'on lui a dit clairement lui que c'était pas médical. Donc on lui a dit, c'est dans votre tête. Allez voir, prenez des médicaments ou allez voir quelqu'un. Et donc voilà. Et donc lui, effectivement, lorsqu'on va, je vais aller bref, puisque donc on fait la même chose que pour Julie tout à l'heure. Donc on s'en va. Lui, il prend pas un nuage, donc il prend un goéland, donc il s'en va, etc. Et là, par contre, je lui dis rien et je lui dis le goéland, il vole. Il est là, sentez le vent dans les cheveux, voyez les nuages, etc. Et là, c'est lui qui va instantanément au-dessus de la salle de sport. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, ça va pas du tout. Il étouffe. Donc là, je dois le calmer. Il met vraiment même un masque à oxygène. Je lui dis, mais on peut s'éloigner. Là, c'est ce que disait Gérald. Il s'éloigne, il revient. C'est lui vraiment qui contrôle ça. Quand ça va mieux, on se rapproche. Et là, effectivement, ce phénomène d'étouffement, là, il se dit, ouf, ça va pas du tout. Et là, il y a une levée de trauma, mais qui est en douceur. En douceur, on est d'accord, mais donc c'est dans la douche. Donc cet étouffement, c'est dans un endroit très exigu, dans la douche de la salle de sport, où il a vécu malheureusement un viol, donc à répétition, puisque son prof de sport l'a violé plusieurs fois. Et comme il avait un âge où il y avait une découverte tout doucement de la sexualité, puisqu'il était dans sa préadolescence, 12-13 ans, et là, effectivement, en fait, il était coincé contre la douche. Et donc, il dit, c'est vraiment passé quelque chose de très difficile. Il me le redit après. Mais là, on a tout de suite modifié. C'est qu'il y a érection. Et en même temps, je ne veux pas, qu'est-ce qui se passe? Je veux juste sortir. Et donc là, de nouveau, on a tout de suite modifié, changé. Et donc là, là, lui, par contre. Qu'est-ce que vous avez changé, modifié, par exemple? Alors là, c'est lui qui a fait. Lui, par contre, directement, là, il a, en fait, c'est bête à dire, mais il l'a enlevé. Donc, il était contre le mur. Il l'a enlevé, en fait. Donc, très vite, il dit, en fait, je peux sortir, non? Oui, pourquoi pas. Donc il a pris une pioche, il a et alors surtout il a quoi? Il a démoli le mur D'accord. pour partir, mais il était étouffé. Donc en fait, ce phénomène d'étouffement, c'est parce que son agresseur lui l'empêchait de respirer et surtout de dire tu ne diras rien parce qu'autrement je ferai la même chose à tes autres copains de l'équipe de sport. Et donc là, lui, qu'est-ce qu'il aurait fait? En fait, il a pris ses mains, il s'est débattu, il lui a clairement comme on dit chez nous, lui fait sa fête. Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'il se passe, en fait, hein? C'est vraiment ça, la formule magique, c'est ça. Qu'est-ce que tu aurais voulu magique à la place de ce qui s'est passé? Ouais. Et là, tout de suite, je dis, ça va, vous respirez comment? Et là, on sent vraiment la respiration, l'air repasse. Et en fait, il me dit, c'est fou, quand l'air passe, c'est vraiment plus facile. Et je dis, ah oui, ça c'est sûr. Et donc, et alors, on est parti, mais c'était pas suffisant, parce que dès qu'il est reparti sur le goéland, il dit, ça revient. Je dis, on y retourne. Il y a un truc. On n'a pas fini. Et là, on n'a pas fini. Et là, il a voulu vraiment dynamiter complètement la salle de sport. Donc, il a mis plein de bâtons de dynamite. Il avait le petit poussoir, là, le petit bouton, et il a redynamité. Donc, c'était pas assez. Jusqu'à qu'il y ait une espèce de satisfaction. Énorme. Une satisfaction de l'événement qu'on a recréé, en fait, c'est ça? C'est ça. Qu'on soit apaisé au niveau inconscient, en fait. C'est l'inconscient qui va... Le corps qui va... réagir en disant oui, ça me paraît juste. Ça me paraît juste de dynamiter, ça me paraît... Parce que dans son cas, il a dissocié depuis très longtemps des éléments monstrueux qui sont l'étranglement et le plaisir, entre guillemets, sexuel qui arrivent en même temps, et la peur. Mais donc, c'est ça qui est intéressant de comprendre. C'est à cause de ces phénomènes hypnotiques, c'est mis de côté, c'est dissocié.
Et ils ont toujours une panique dans laquelle on est là pour les soutenir, pour refaire face à ce qui s'est passé. Et une fois que ça explose, et puis les réactions de santé réapparaissent, et ils sont décoincés une bonne fois pour toutes. Hein. Sauf s'il reste un petit morceau de la carie là qu'on n'a pas enlevé. Alors il revient chez nous. Ah, mais j'ai quand même toujours difficile à avoir une érection. Ouais. Là, c'est. Ben là, en fait, ce qu'il y a, c'est que lui a compris que lorsqu'il était, qu'un homme l'approchait, ça allait quand il était sur les zones, on va dire, plus affectives, et puis donc, s'il allait vers les zones plus sexuelles, il sentait en fait quelque chose là-bas. Mais à partir du moment où il oxygène moins son sang, puisque fatalement il bloque sa respiration, bah, l'érection, il faut une bonne oxygénation du sang, ça reste quand même de la mécanique aussi. Et donc du coup, l'érection était presque pas possible. Et puis il y avait aussi le trauma. Donc lorsqu'on a travaillé ça, plus quelques techniques que nous on donne en tant que sexologue aussi, pour travailler l'imaginaire érotique, pour retravailler aussi un imaginaire positif, avec vraiment une sexologie positive, bah alors à ce moment-là, il a pu obtenir des bonnes érections. Ça a mis un peu de temps, hein. On veut pas dire que c'est miraculeux. C'est pas une séance, c'est un petit peu plus. Voilà. Ben, ça dépend. Des fois, c'est miraculeux. Ouais. Donc, mais une séance parfois. Parfois, ça peut suffire. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Voilà. La moyenne, c'est ça, moi, je dirais, chez moi. Donc, quand même, voilà, se libérer d'un trauma connu ou inconnu, d'ailleurs, qui est là depuis très longtemps ou pas très longtemps, c'est possible en quelques séances. C'est vraiment le message de cette émission. Hein. C'est vraiment l'idée de dire on peut sortir de toute blessure psychique, on peut aller mieux, même si on a vécu des choses vraiment terribles. Oui. Et vraiment, je vous remercie infiniment du travail que vous faites pour le bien-être de l'humanité, on peut dire ça comme ça. Est-ce que vous vous sentez investi d'une mission? Comment ça se passe quand vous rentrez chez vous et que vous avez libéré tant de personnes du trauma? Vous dites, j'ai bien travaillé aujourd'hui. Mais pour moi, le mieux encore, c'est tous les gens qu'on forme, hein, avec le livre qui est là, qui est tout le cours. À travers du roman La vengeance du jaguar, où il y a plein de scènes de trucs. Oui, j'ai pas parlé de votre roman aussi, qui met en scène abus et réparation, trauma et réparation. Et c'est plein de situations dans lesquelles on soit une petite gamine qui a vécu des choses très pénibles. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est que il y a tellement de thérapeutes qui ont l'usage d'états modifiés de conscience, EMDR. Alors, combien de temps dure la formation quand on est hypnothérapeute? Chez nous, c'est très, très bref. Autrefois, je faisais comme tout le monde, ça durait 3-4 ans. Aujourd'hui, en 13 séances, ils sont bons. Et pour tous les gens qui ont fait l'hypnose, je leur donne 3 jours dans lesquels on redonne tout ce qu'il y a dans le bouquin. Avis aux amateurs. Eh bien, voilà, merci beaucoup. Et à très bientôt dans les Virtuoses de l'hypnose sur ABC Talk. Abonnez-vous.